Je me présente, je m'appelle donc Cyril Cuvier, je travaille chez Suze. Non, je ne fais pas d'alcool. J'en bois, mais j'en fais pas. Une société allemande, vite fait. Je fais pas la promo de la boîte, c'est pas l'idée. Je vais vous parler juste rapidement de comment on peut manager des clusters Kubernetes dans un monde multi-cloud. Je fais un peu de marketing aussi, j'ai mis tous les mots à la clé qui vont à la suite. Euh, J'aime bien parler de tech, mais j'aime surtout parler de musique. Et je vais juste faire un mini parallèle entre l'évolution de la musique, le monde de la musique, et le monde de l'IT. Le monde de la musique a évolué en 50, 60 ans d'une manière assez extraordinaire entre la façon dont on compose de la musique, la façon dont on consomme de la musique et la façon dont on vend de la musique. Euh, il y a pas mal d'années, quand vous avez besoin de créer de la musique, bah, il vous fallait beaucoup d'instruments, beaucoup de personnes, créer une partition, que chaque partition soit dédiée à un instrument, etc. C'était assez complexe, c'était assez lourd. Et puis le moyen de consommer cette musique qui avait été produite, bah, c'était de vous rendre à un concert où il y avait tous les musiciens qui jouaient la bonne partition. Ça, c'était bien. Aujourd'hui, n'importe qui chez lui, avec un peu de moyens, un PC ou ce que vous voulez, peut produire de la musique. Donc vous pouvez créer vos propres musiques sans avoir la moindre connaissance en solfège, ce qui en soi est quand même pas dégueulasse. Ça, c'est bien pour la musique, pour la façon dont on crée de la musique. Si on fait un parallèle maintenant à la façon dont on consomme de la musique, alors vu l'audience, à gauche, c'est un vinyle, hein. Ça, c'est une cassette. Et pour rembobiner les cassettes, il fallait un stylo. Ok, bon, ça c'est voilà. C'était le monde analogique historique. La première fois qu'on pouvait partager de la musique, c'était grâce à ces choses-là. On avait des morceaux sur les galettes, on les partageait, etc. On utilisait un micro, ça passait à la radio, c'était quand même pas mal. Aujourd'hui, on a évolué, on est passé sur quelque chose de plateforme. On parlait de plateforme engineering, on est sur la plateforme musicale également en termes de consommation. Vous prenez votre smartphone, votre voiture connectée, ce que vous voulez, votre micro-ondes, et puis vous pouvez consommer de la musique, Spotify, YouTube et autres. Donc on a vraiment vu une explosion de la façon de consommer de la musique. Si on fait un petit parallèle entre l'IT et la musique, à gauche, bah ça peut s'apparenter à, il y a une trentaine d'années, les data centers qui étaient pleins de serveurs physiques, mono-applicatifs. On installait une appli sur un serveur et puis on raquait, on raquait, on raquait. C'était bien, c'était pas très fun. On est passé avec de la cassette. On s'est dit, tiens, si on mettait deux applications sur un serveur, haute disponibilité et tout ça. Puis on a évolué. On est passé dans le monde numérique et on s'est dit, tiens, si on faisait de la virtualisation. Alors, il y a 25 ans, personne n'y croyait. Aujourd'hui, on en fait tous. Et donc on s'est dit, tiens, on va virtualiser, on va mettre plein de machines sur une seule grosse machine. C'est un peu ce qu'on faisait sur un CD. Pour les plus vieux, on faisait des compiles avec Nero Burning ROM. C'était quand même assez ouf. Et on créait nos propres compiles. En fait, c'est l'idée. Puis on a changé encore de form factor. On est passé au MP3. Et le MP3, c'est un peu le conteneur de la musique. C'est super léger, on en fout un peu partout, on le déploie rapidement, et puis c'est sympa. Donc je trouvais l'analogie assez sympa entre l'évolution de la musique et l'évolution de l'IT. Avec tous ces trucs-là, on peut passer un bon moment, mais si vous sortez et que vous voulez kiffer vraiment une bonne soirée, il va vous manquer un truc important. Il va vous manquer un DJ au milieu. Il va vous monter une personne qui va être capable de mixer les différentes plateformes, les différents environnements que vous ayez du CD, que vous ayez des choses sur votre téléphone. Les DJ aujourd'hui ont des clés USB, etc. Voilà. Il faut quand même un mec plutôt pas mauvais, pas forcément avec une chemise comme ça, mais qui passe les morceaux et qui vous fasse kiffer. Je l'ai dit, on a fait la même chose avec l'IT. On a évolué la façon dont on développe. On a fait du waterfall, c'est-à-dire qu'on faisait une fonction à la fois, on prenait 6 plombs avant de livrer une application, c'était bien pourri. Puis on s'est dit, tiens, on va être agile, on va aller un peu plus vite. On parlait de DevOps, oui, le DevOps est mort, mais on en a parlé quand même pendant une paire d'années. Et pareil sur chacun des pans, sur l'architecture, sur le déploiement, la façon de déployer, le packaging, et puis sur les infrastructures. Aujourd'hui, Daniel en parlait, il fait du GCP, il fait de la WS, vous faites peut-être aussi du on-prem pour certains, vous faites peut-être d'autres choses. Voilà, il y a une réalité, c'est qu'on en déploie partout. Pourquoi? Parce qu'on en a un besoin par rapport à nos clients, etc., par rapport à nos entreprises. Aujourd'hui, je vais parler d'une solution qui vous permet en fait de jouer un peu au DJ avec vos différents clusters Kubernetes. Cette solution, elle s'appelle Rancher. Oui, le branding, ce que vous voulez, la vache, etc., Suze, le caméléon, je passe. On parlait de CNCF en introduction pour dire qu'on était affilié à la CNCF. Donc nous, tout ce qu'on fait, en fait, c'est lié aussi à la CNCF. Ce sont des projets incubants, etc., déployés là-dedans, qui sont promus par la communauté. Tout ce qu'on fait chez SUSE, c'est 100% open source, c'est aussi important. Quand on parle d'environnement, quand on parle aujourd'hui
de pouvoir s'ouvrir et faire de l'intégration de plein de choses, etc. L'open source est quand même pas mal. Et en gros, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai un environnement Rancher, donc, qui est déployé sur un cluster cube. Ce cluster cube, tout ce qui est sous-jacent, je m'en fiche. Je peux avoir différents types de distributions, je peux être sur différents types d'hyperviseurs, je peux être sur du bare metal, je peux être sur ce que je veux. Je suis vraiment ouvert. Je peux faire ça dans du Edge. Je peux aller déployer mes clusters on-prem. Je peux les déployer, je peux même aller récupérer des clusters OpenShift. Je peux aller déployer sur de la AWS, sur du GCP, etc. Et puis je peux même aussi aller récupérer des clusters Kubernetes déjà managés. C'est-à-dire que si je fais du GKE, de l'AKS, etc., je vais pouvoir utiliser Rancher pour déployer des clusters dessus. Pourquoi? Ça me permet, comme ça, de pouvoir avoir une seule tour de contrôle pour l'ensemble de mes clusters. Voilà où je voulais en venir. On va faire un peu de musique. Je sais que ça devient long, donc du coup, je vais aller très vite. On va aller faire de la démo de suite. Je vais vous montrer rapidement comment je peux déployer des clusters, comment j'ai déployé déjà certains clusters, à quoi ça ressemble Rancher, parce que c'est bien d'en parler, mais vous allez voir ce que c'est. Et on va faire un petit tour dans l'interface. Et si vous êtes sage, je vais déployer en mode GitOps un cluster sur AWS. Est-ce que ça vous va? Si vous dites non, vous sortez. Ok, c'est bon. Il y a quand même 9 chances sur 10 qu'il y a un effet démo, qui est la moitié des trucs qui plantent, etc. Donc, est-ce que c'est assez grand? Je vais zoomer peut-être un peu. Voilà la bête. Voilà Rancher. Donc Rancher, ça me permet, comme je disais, d'aller déployer, gérer, manager mes clusters cube où qu'ils soient, et de pouvoir aller déployer de l'application par-dessus. Ça me permet de gérer les accès de manière centralisée, etc. Ça fait plein de trucs super bien, et on pourra en parler des heures et des heures. Ce que je retrouve rapidement ici, vous voyez que j'ai différents types de clusters. L'avantage avec Rancher, c'est que je peux soit aller provisionner un engine Kubernetes directement, donc sur les plateformes que je veux, soit je peux, si vous avez déjà déployé des clusters cubes certifiés par la CNCF, attention, c'est important, pas un cube que vous avez fabriqué dans votre jardin, parce qu'on en voit encore qui font du vanilla, et puis qui rajoutent des couches, et puis qui modifient, etc. Ça, non. Ça, on ne va pas pouvoir s'amuser à gérer. On va gérer tout ce qui est certifié. Et donc, j'ai différents types de clusters. Là, en l'occurrence, j'attends d'importer un cluster OpenShift. Oui, parce qu'on est SUSE et on est quand même ouvert. On peut même faire des trucs chez nos voisins compétiteurs. On n'a pas de problème. Là, j'ai déployé un cluster sur des EC2. Donc, j'ai différentes instances qui, logiquement, sont en train de tourner. Voilà, vous voyez, donc j'ai différentes EC2 qui sont en cours d'exécution. Et ces EC2, elles ont été provisionnées par Rancher, tout seul, qui, comme un grand, est allé provisionner les VM, installer dedans l'engine Kubernetes. Il est allé récupérer tout ce qu'il fallait du cluster, et maintenant, je peux le manager directement depuis mon interface. J'ai mon cluster de production. Ce cluster-là, il tourne sur du bare metal, quelque part à Paris, dans un immeuble. Ce cluster-là, je l'ai monté from scratch. J'avais des VM, puis j'ai dit, tiens, de ces VM-là, je vais en faire un cluster cube. Donc, je lui ai donné les bonnes commandes pour aller bootstrapper tout ça, puis il a fait ce qu'il avait à faire, et il m'en a fait un cluster. Ça, c'est plutôt sympa. Si je regarde rapidement, vous voyez que je peux aussi avoir différentes versions au niveau de mes clusters cubes. Ça, c'est un avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir gérer le cycle de vie de vos clusters directement dans Rancher. Donc, ça permet d'avoir différentes versions. On parlait de staging tout à l'heure, de QA, de différents environnements de prod, pré-prod. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez tout gérer depuis ici. Si j'ai besoin de faire une montée de version, il n'y a rien de plus simple. Je vais éditer une config, et puis je vais pouvoir aller directement faire de la montée de version de Kubernetes directement sur mon cluster. Ça, on sait que ça peut être la galère de mettre à jour un cluster. On peut passer une paire de nuits à se dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Là, avec Rancher, moi, je peux mettre à jour directement mes clusters en pleine journée. Je n'ai pas de problématique avec ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment je peux créer des clusters. Donc ça, c'est l'avantage. Donc j'ai une interface assez sommaire. Le but, c'est de faire quelque chose de simple. Moi, je ne viens pas du dev, je viens de l'infra. J'en ai pas parlé en me présentant, mais j'ai dormi quand même une paire de nuits dans les data centers. Que ce soit chez des gens qui font des vêtements, que ce soit un peu partout. Je ne connaissais pas grand-chose au dev. On m'a dit, il faut faire du Kubernetes. J'ai fait, OK, moi, je vais faire de la VM. On m'a dit, ça va bien se passer. Je suis arrivé dans Rancher, j'ai rapidement trouvé mes marques, j'ai rapidement compris ce qu'il y avait où,
j'ai compris ce que c'était un namespace, etc. Donc je l'ai vécu, hein, j'ai passé les certifs, tout ce qui va bien. Mais là, j'ai tout retrouvé en mode graphique. Donc pour des gens qui ne sont pas experts de Kubernetes, c'est aussi quand même sympa. Donc là, j'ai un choix de pouvoir provisionner différentes choses. Donc moi, j'ai créé des templates pour mes clusters. Donc j'ai défini en fait une série de variables pour aller automatiquement populer mon AWS. Je peux aller créer des clusters donc, directement chez les cloud providers. C'est-à-dire si j'ai une entreprise qui a déjà des clusters sur EKS, parce que ça marche quand même vachement bien, eh ben, je peux utiliser Rancher pour aller passer l'ordre à EKS de provisionner. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ben, ça me sert à utiliser Rancher comme point d'entrée. J'ai toute la partie role-based, etc. Tous les accès vont être centralisés depuis Rancher. Donc ça peut être un vrai avantage pour les différentes équipes qui travaillent dessus. Et puis après, je peux m'appuyer sur du plus traditionnel, sur de la VM. Alors, est-ce que j'ai de la VM EC2? Est-ce que j'en ai sur Azure? Est-ce que j'ai de la VM sur vSphere? Un peu teasing, est-ce que je fais de l'hyperconvergence en open source? Ça, si vous avez 2-3 nuits à perdre, allez faire un tour sur Harvester, c'est un produit de chez nous qui fait de l'hyperconvergence. Donc voilà, je vais choisir ce que je veux. Puis j'ai peut-être du custom, j'ai peut-être déjà des VM qui existent, j'ai même pas besoin de les provisionner, elles sont déjà peut-être là. J'ai peut-être du bar metal aussi, je peux aller faire ça avec un projet qui s'appelle Elemental. Donc voilà, j'ai plein de possibilités. L'idée, c'est de se dire, en fait, où que ce soit que se trouve mon cluster, que ce soit dans du Edge, que j'ai déployé ça dans un petit environnement, que j'ai déployé ça dans un data center, que je fasse ça chez AWS, chez Azure, n'importe où, en fait, Rancher va pouvoir aller provisionner ce cluster-là. C'est super simple d'aller provisionner de la VM. Alors en soi, provisionner de la VM à la main, c'est bien. Depuis tout à l'heure, on parle de Terraform, de GitOps, de faire tout seul, etc. Donc, avec Rancher, on peut faire la même. On peut se dire, tiens, on va gérer toutes nos configurations dans Git. Et puis, dès qu'on va vouloir appliquer quelque chose, appliquer une modification, c'est le code qui va faire foi et c'est le versionning, c'est toutes ces choses-là. Et donc là, comme j'arrive à la fin de la démo, je vais essayer de déployer. Je vais vous déployer au travers de l'outillage de Continuous Delivery qu'on a dans Rancher, un cluster sur AWS sans grande modification, sans avoir fait grand-chose. Juste pour vous prouver ma bonne volonté, ma bonne foi. Pour ceux du fond, il y a juste 5 machines qui sont en cours d'exécution. C'est mon cluster de pré-prod. Tout le reste est déjà mort. Et là, je vais aller vraiment provisionner quelque chose de tout nouveau. Je n'ai pas de C2 caché, etc. Je vous montre vraiment ce que j'ai comme environnement. Je vous montre en parallèle ce que j'ai. Je vais zoomer un poil, hop, un peu moins. Voilà. J'ai déclaré dans Git différentes informations sur à quoi va ressembler mon cluster. Je lui ai donné quelques informations. On va déployer un cluster qui va s'appeler CNCF Montpellier. Ce cluster-là, c'est un cluster donc cube, bien entendu. Il va aller taper sur une région Eastern West 1. Ça c'est des infos de AWS. Et puis, je vais lui donner quelques informations. À quoi va ressembler mon cluster? En gros, mon cluster, il va être composé ici de mon control plane avec 3 nœuds. Et puis ici, mes workers, il n'y en aura que 2. Je lui passe les différentes tailles de ce que je veux utiliser. Je lui donne la version de Kubernetes que je veux installer sur mes différents clusters, etc. Mon control plane a différentes infos. Je lui passe les tailles, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais aller automatiquement populer en fait Rancher. Donc je vais lui dire, okay, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va faire du delivery automatisé et on va aller créer un repo, hop, ici sur Fleet Local. Donc je vais simplement lui dire, voilà ce que tu vas regarder maintenant, voilà mon repo Git, voilà les informations qu'il y a dedans. Et en gros, ce que j'aime personnellement, c'est que j'ai dit, démerde-toi pour que ça marche. Ce qui est plutôt un truc bien. Et donc je vais lui dire, crée-moi un CNCF Montpellier. Donc ça va être le nom de mon repo, hop, au niveau de Rancher. Je vais lui dire que ce repo-là, il se trouve ici, hop, sur GitHub. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser vos différentes sources, vos différents repos, etc. Donc je lui donne l'URL. Je suis pas dans le master, je travaille sur une branche à part. On le voit ici, elle s'appelle fleet-gitops. Et ça suffira largement. Je lui donne les infos et débrouille-toi avec ça. Donc automatiquement, j'ai un nouveau repo qui est apparu. Donc ça veut dire que Rancher est au courant qu'il y a un repo Git sur lequel il faut que j'aille regarder. Et il est en train de me dire, tiens, il y a des choses que je n'ai pas encore appliquées. Et là, logiquement, il est en train de créer, de provisionner les ressources. Donc là, je lui ai juste donné l'endroit de mon repo Git qu'il fallait qu'il regarde.
Et en fait, je vois qu'il est déjà en train de créer le cluster. Donc lui, il a déjà lu ce qu'il fallait faire. Il sait qu'il faut qu'il crée un cluster CNCF Montpellier. Ce cluster-là, sous vos yeux ébahis, et là, l'effet démo, il est très important. Quand je vais actualiser, logiquement, ça va marcher. C'est pas mal. Elle est en attente. Pour une démo, je suis quand même plutôt fier. Voilà, j'en ai plusieurs qui arrivent en attente. Donc, automatiquement, je viens directement, et vous voyez bien que c'est bien le cluster avec le nom que je lui ai donné, CNCF-Montpellier. Il est en train de déployer mes workers. Voilà, et là, ça y est, c'est passé au vert. Tu kiffais le vert tout à l'heure. Voilà. Et donc, j'ai mon cluster qui est en train de se déployer. Si je vais juste faire un petit tour au niveau de cluster management. Voilà, donc là, j'ai tout ce qui se passe en back-office. Donc, les VM EC2 sont en train de se démarrer. Il les a créés à la bonne taille. Une fois que c'est fait, il va pousser notre engine Kubernetes maison qui s'appelle RKE2 à l'intérieur. Une fois que c'est fait, il va déployer tout ce qui est contenu dans RKE2, les CNI, etc., etc. Plein de choses super sympas. Tout est packagé. Et une fois que c'est fait, bah, mon cluster, il est prêt à accueillir des applications. Donc, on va lui laisser quelques instants. Je vais juste vous montrer un petit truc. C'est que là, j'ai déployé un cluster. Tout à l'heure, on a parlé de chart Helm pour déployer des trucs automatisés. Je vais juste aller déployer une appli maintenant sur un cluster existant. On va aller faire un tour sur mon cluster de prod. Donc encore une fois, l'avantage avec Rancher, c'est que je peux déployer ce que je veux n'importe où dans n'importe quel cluster. Je répète, hein, Edge, Cloud, Cloud Manager, On-Prem, ce que je veux. Et puis après, le but, bah, ça va être de déployer de l'application par-dessus. Au niveau de Rancher, on fournit aussi un catalogue avec différentes choses. On a tous les charts Helm que nous, on supporte. Mais l'avantage, c'est surtout que vous allez créer vos propres repos. Vous allez venir avec vos charts Helm à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, bah, j'ai différentes applications à forte valeur ajoutée. Voilà, j'ai un Tetris que je peux déployer à la volée sur mon cluster. C'est assez extraordinaire. Voilà, je vais installer un Tetris. Ça, vous aurez vu et le déploiement d'un cluster et le déploiement d'une application. Parce que je suis bien dégueulasse, je vais le mettre dans un ici. Et Tetris CNCF. Voilà. Et là, effet démo numéro 2. Logiquement, je devrais déployer automatiquement sur un cluster, donc via mon chart Helm, mon application Tetris. Voilà, donc là j'ai un statut au niveau de mon déploiement. Voilà, et là, bien entendu, bisous, j'ai pris un fail parce que j'ai un problème de mon ingress. Voilà, mais sinon ça marche. Sinon ça marche bien. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Nginx cluster denied the request? Okay. Bon, je ne vais pas débugger. Mais en gros, ça va déployer une super application qu'on peut ensuite accéder. Tout va bien. Allez, je vais essayer de vous montrer rapidement. Encore une fois, voilà, dans Rancher, je vois tout ce qui est en rapport avec mon application, la façon dont elle a été installée, etc. Je vois tous mes workloads, je récupère l'ensemble de mes informations, mes services, tous mes pods, tout ce qui va bien. C'est l'avantage d'avoir une plateforme centralisée. Ah oui, il est en train de le déployer, ce cochon. Mais il est running. C'est parfait. Voilà pour la partie application. Juste, je vérifie où en est mon cluster. Il est toujours en cours d'exécution. Et il est en train de finir de se provisionner, de se bootstrapper. Ok, tout va bien. Voilà pour cette partie-là. Je fais juste un tout petit aparté. Un avantage aussi de Rancher quand on n'est pas forcément quand on est côté Ops, c'est que Kubernetes c'est bien, mais qu'on voit ça, bah, c'est pour les devs et puis ils se démerdent avec ça. Un truc que j'aime bien personnellement dans Rancher, c'est la capacité à aller voir ce qui se passe au niveau des pods, au niveau de tout ça. Si je vais faire un tour dans mon cluster de prod, si je prends par exemple n'importe quel pod, on va regarder un workload. Je peux directement depuis mon interface. Donc là, je ne sais pas si on voit au fond. Je vais essayer de zoomer un poilé. Voilà. Donc là, directement depuis mon interface, donc dans Rancher, là, je suis en train de directement aller taper à l'intérieur du pod. Donc je suis dans le conteneur qui exécute mon application.
C'est un truc tout con en soi, mais quand c'est 3 heures du matin, qu'on vous appelle en astreinte et qu'on vous dit, bah tiens, il faut accéder sur un cluster, il y a un truc qui n'y a pas sur une appli, et que vous n'avez pas le kubectl qui va bien, vous n'avez pas le kubeconfig, vous n'avez pas tout ça, bah mine de rien, ça peut aider. Voilà pour la petite aparté. Le temps que je finisse les 2 pauvres slides que j'ai, et on aura fini avec le cluster, et après je vous lâche. Donc ça, on l'a vu. Un autre truc qui est sympa, parce que du coup, j'ai dit que je faisais un peu de marketing aussi, tout le monde parle de faire de l'IA générative, c'est génial, etc. Dans Rancher, on a implémenté un nouveau truc, un assistant basé sur une IA. En fait, on va pouvoir poser plein de questions directement dans l'interface. Typiquement, là, tout à l'heure, j'aurais pu lui dire « évite-moi de galérer et déploie-moi un cluster tout seul ». Il m'aurait aidé. Là, en l'occurrence, j'ai une IA, un assistant, du coup, qui va me permettre de aller chercher dans la documentation beaucoup plus rapidement. Et je lui pose des questions. Tiens, comment est-ce que je peux provisionner un cluster? Mais il me donne les step by step, il me donne la doc. En soi, la valeur ajoutée d'aller ouvrir une doc, vous allez me dire, c'est pas foufou. Je valide, c'est pas foufou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dès qu'on veut aller plus loin, dès qu'on veut vraiment déployer quelque chose, il va vous donner les différentes étapes. Donc ça, c'est bien. Après, on peut lui demander des informations directement sur ce que vous avez déployé. Je vais baisser un peu l'écran. Je peux lui dire, bah, tiens, j'y connais pas grand-chose, donne-moi des commandes utiles kubectl par rapport à mes pods. Il vous donne une liste de pods et l'avantage, c'est que vous pouvez directement les exécuter dessus. Ce que vous voyez là, je vous ai montré d'aller voir dans un pod. Je peux aussi récupérer directement les infos via cet assistant-là. Encore une fois, ça, ce n'est pas transcendant, mais ça permet de... nous aussi, on modernise nos outils et on va faire des trucs un peu plus sympas. Un autre point, c'est que c'est bien, c'est verbeux, un pod, ça donne plein d'informations, plein de logs, mais pour les analyser, ça commence à être vraiment relou. Un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut utiliser cet assistant-là et lui dire, bon, je vois bien qu'il y a plein de logs, je vois bien que l'application elle rame un peu, si je n'ai pas une bonne observabilité, je peux lui dire, tiens, l'IA, dis-moi ce qui se passe avec ce pod-là. Il dit, en termes d'utilisation, c'est pas foufou, ce serait bien si on déployait plus de réplicas. Et directement, depuis l'assistant, on peut scaler up, scale down, le nombre de pods déployés. Vous allez me dire, c'est pas foufou encore une fois, c'est quand même pas dégueulasse, parce que ça permet de gagner du temps quand on n'a pas tout d'automatisé. Voilà pour la partie démo. J'ai essayé de tenir le temps. J'ai juste un petit quiz, parce que vous avez eu des cadeaux, mais j'en ai juste un petit en plus, un petit package. J'ai une question assez simple, j'en ai parlé plusieurs fois. Je vais le faire à la main levée au premier qui répond. Rancher, donc vous avez vu, il permet de déployer et de gérer des clusters cubes qui soient A, on-premise, qui soient B, dans le cloud, C, managé par un cloud provider, dans le edge, ou la dernière réponse, A, B, C, D. Ouais. E, et ben voilà, 1 euro gagnant. C'est bon. Ça prouve que j'ai pas parlé pendant une demi-heure pour rien. Ça c'est cool. Donc tu as une fabuleuse paire de chaussettes. Tu peux faire claquette chaussettes avec celle-là, c'est pas forcément... voilà. Merci pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la partie CNCF pour nous suivre. Et le mot de la fin. Merci beaucoup Cyril, on peut l'applaudir encore une fois. Si vous avez des questions, on se voit après, tout ça. Bon voilà, ça y est, c'était ce qu'on avait à vous dire du coup, pour cette première session. J'espère que ça vous a plu. À part la personne qui voulait pas être prise en photo, du coup, ça me ferait kiffer qu'on se fasse une petite photo du coup pour illustrer cette première session. J'espère que dans 1 an, puis dans 2 ans, on pourra ressortir cette photo-là. Et du coup, j'allais vous dire... Putain, mon cluster, il est actif. Attendez, je vous montre. Ah, vous êtes venu pour ça, alors. Voilà. Donc, le cluster, il est bien provisionné, il est disponible et je peux aller faire un tour dedans et déployer de l'applicatif. Voilà. Donc, l'effet démo a marché jusqu'au bout.